Alors, vous avez accepté et même souhaité cette rencontre, cette interview, pour me raconter, pour nous raconter, je crois, plus grand monde possible, la très, très désagréable mésaventure qui vous occupe aujourd'hui. Est-ce que vous voulez, pour commencer, vous présenter, s'il vous plaît? Bonjour, je m'appelle Priscilla Majani, j'ai 37 ans, j'ai une petite fille Camille qui a 5 ans et je suis en instance de divorce avec mon futur ex-mari depuis la date du 9 décembre 2008. J'habitais jusqu'à présent le Var et en particulier la ville de Carqueiranne qui se situe près de Toulon. Et je suis ingénieure militaire, j'ai plus exactement le statut d'IETA, donc qui est ingénieur des études et techniques de l'armement, qui est un statut de la DGA, Délégation Générale pour l'Armement, et donc j'ai le grade de capitaine au sein de l'armée française. J'occupais jusqu'à présent les postes d'adjoint au sous-directeur plan méthode au service du soutien de la flotte à l'arsenal de Toulon. Et j'ai été obligée de prendre, depuis le mois de mars 2011, un congé sans solde. Alors, vous êtes officier dans l'armée française. Tout à fait. Et vous avez été obligé de prendre un congé sans solde, ce qui, à mon avis, n'est pas très avantageux pour le plan de carrière d'un officier. Non, c'est sûr. C'est pour l'affaire qui nous occupe en ce moment? Pour un problème gravissime qui me concerne et qui concerne ma fille. Alors, vous êtes en instance de divorce, vous n'êtes pas encore divorcé. Non, malheureusement. Non. Oui, vous avez donc, si j'ai bien compris, jusque-là, partagé la garde de votre enfant avec votre mari. C'est bien ça, vous vivez Voilà. Séparément? Donc les juges ont décidé une garde alternée. Oui. Donc une semaine chez la mère, une semaine chez le père. Et donc c'est quand la fille, bien sûr, était chez vous qu'elle vous a fait ces fameuses déclarations. Voilà, vous pouvez très rapidement les synthétiser, nous dire de quoi il en retourne? Donc elle commence à parler le 5 janvier 2011. Elle fait dans un premier temps des révélations d'agression sexuelle. Donc elle dit que son papa lui montre tout le temps son zizi, qu'il lui demande de toucher, de mettre dans la bouche, qu'il lui touche ses parties génitales à elle, qui se met dans le lit, qui veut lui faire des bisous sur la bouche, qui se met dans le lit avec elle. Donc elle commence par faire des premières révélations uniquement d'agression sexuelle. Donc ma mère était présente. Il a 63 ans, vous en avez 37. Et on avait 27 ans d'écart. Vous avez 27 ans d'écart. Oui. Alors, en ce qui concerne Camille, votre enfant, par exemple, quand elle revenait des gardes chez son père, y avait-il des choses qui vous paraissaient curieuses? Y a-t-il qui vous reviennent en mémoire maintenant qu'elle vous a fait ces révélations? Il y a quelque chose qui recoupe, en fait, ces déclarations. Alors, déjà dans son comportement, avec une surexcitation énorme quand elle revenait de chez son père, elle mangeait pas, il y avait des fois où elle se mettait à pleurer, complètement recroquevillée sur elle-même. Donc elle revenait amaigrie. J'avais énormément de mal à lui faire avaler quelques cuillères. Elle faisait des cauchemars et surtout elle avait énormément peur de s'endormir. Pour sortir le moindre mot et la moindre phrase, puis elle se mettait à bégayer et j'avais jamais réussi à comprendre. Donc tout un tas de signes, sans parler bien sûr des traces de coups dont elle disait subir et que je pouvais constater. Et notamment, elle était frappée. Elle était frappée régulièrement, oui. Et ça, vous avez pu le constater? Au visage, sur le corps, oui. Ça a été constaté par 2 médecins qui ont heureusement bien accepté de faire des certificats médicaux. Alors donc, la fille manifestait un traumatisme, c'est évident, des mauvais traitements, des coups, quelque chose d'autre qui aurait plus précisément recoupé ces déclarations. Vous avez un élément où...
Alors, il y a une amie, une fois, à peu près 1 an avant que Camille nous fait ses révélations, Camille, elle dit que papa lui fait pipi dessus. Je lui dis, non, je lui dis, mais c'est pas... Non, je lui dis, non, c'est pas possible. Je lui dis que je comprends pas bien. Malheureusement, aujourd'hui, ben, je comprends bien de quoi il s'agit. Et puis, un autre moment où, en revenant de chez son père, donc elle va aux toilettes, et puis je vois qu'elle a un anus complètement dilaté, et avec plein de micro-fissures. Et puis alors là, j'ai un sérieux moment de trou. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et après, je me suis dit, ça doit être une selle difficile. Et puis j'ai tout de suite effacé ça de... Vous l'avez effacé, mais ça vous a traversé l'esprit malgré tout. Et je me dis, mais non, c'est pas possible. Oui, c'est pas possible. Je contacte aussitôt l'association Havre, hein, qui se trouve à la Garde, à côté de Carqueiranne, et qui me dit de me rendre à la police. Là, je prends contact avec mon avocate pour lui raconter ce qui se passe, et elle me dit vous devriez mieux passer par un psychologue, parce que sinon vous risqueriez d'avoir une dénonciation calomnieuse. Vous savez, votre mari, il a beaucoup de relations. Ces relations. Ces cercles de franc-maçonnerie auxquels il participait. Il est franc-maçon. Il s'en cachait pas, il était même très fier d'en appartenir. Comment s'appelle votre avocate, s'il vous plaît? Donc Maître Christ. Maître Christ. Donc avocate au barreau de Toulon. Et donc je fais un simple signalement suite au conseil de mon avocate. Je ne porte pas plainte. Donc le lendemain matin, je me rends à la police. Au commissariat de hier, c'est bien ça? Voilà, le 6 janvier, je fais un signalement. Et donc Camille est auditionnée avec une audition filmée. Le policier nous demande de revenir le lendemain. Donc elle est à nouveau filmée, elle réexplique ce qui se passe. Audition filmée, donc c'est la fameuse procédure Mélanie. Voilà. Le substitut du procureur via les policiers m'autorise à ne pas rendre l'enfant au père. Le vendredi 7 janvier où je devais rendre l'enfant au père, donc c'était son tour de garde. Je n'ai aucun écrit, ils ne font qu'une autorisation orale. Ah, vous n'avez rien eu par écrit? Voilà. Donc je prends acte de cette autorisation, je me dis bon bah il n'y a pas de souci, et puis je garde l'enfant avec moi. Et donc Camille continue de parler, elle est complètement soulagée d'avoir pu raconter tout ce qui se passe. Et le 17 janvier au soir, au moment du coucher, elle a envie de parler plus. Donc ma mère était présente, je lui demande si elle veut que je sois seule avec elle ou si elle veut maman et mamie. Elle veut qu'on soit toutes les trois, et elle nous fait des révélations tout à fait brutales de viols répétés et réguliers de la part de son père, des viols anaux. Bon, alors là j'imagine que c'est le choc total. Là on s'effondre complètement, je me dis comment c'est possible de faire des horreurs pareilles sur un petit bout de chou de 5 ans. Oui. C'est-à-dire, il fait lui-même 1,90 m, il fait 120 kg, il a 63 ans. Et donc le 17 janvier, Camille nous parle des viols. Le 18 janvier, je porte plainte. Là, cette fois, c'est une plainte que vous faites, une plainte directe, vous allez au même endroit? Je vais au même endroit, au commissariat de police de hier, avec le même policier. Qui s'appelle capitaine de police Philippot. Capitaine de police Philippot. Je porte plainte pour viol sur mineur de moins de 15 ans, par ascendant. Oui. Donc le 19 et 20 janvier, Camille est vue et entendue par un gynécologue et une psychologue. Est-ce que vous avez accès au dossier? Ah non, aujourd'hui, j'ai toujours pas du tout accès au dossier. Ça fait partie des particularités de votre affaire. Une particularité de mon affaire. Oui.
Donc le vendredi 21 janvier à 18h30, j'ai un coup de fil du policier Philippot qui me dit pour nous les faits ne sont pas avérés, l'affaire est classée sans suite, on vient de procéder à l'audition de votre ex-mari, vous devez rendre l'enfant ce soir à 18h. Je contacte aussitôt mon avocate qui me dit il faut une décision écrite du parquet. Oui. J'attends toujours le classement sans suite écrit, puisque je n'ai eu à ce jour qu'un simple coup de fil du capitaine de police. Le capitaine Philippot ne vous a pas remis un récépissé volontairement? Non, il m'a remis un récépissé uniquement suite à ma demande, donc quelques jours après. Et vous avez l'explication sur le fait que cet officier de police tardait tant à vous remettre ce papier Voilà. qui vous informe de vos droits. Le capitaine Philippot, donc, Qui va certainement monter en grade. Oui, je pense aussi. Donc moi, j'attends, comme me conseille mon avocate, j'attends une décision écrite du parquet. Heureusement. Que je n'ai toujours pas reçue. Excusez-moi, pendant ce temps-là, vous gardez votre fille avec vous? Je garde Bien ma fille entendu. avec moi. Oui. Je prends tout un tas de mesures pour la faire à nouveau auditionner et par d'autres responsables, personnes ou médecins et unités spécialisées. Je me renseigne en région parisienne. Je me renseigne auprès d'associations pour appréhender mieux le problème, puisque moi j'avais jamais été confrontée à la pédophilie et ni à l'inceste dans ma famille. Donc j'essaye de comprendre mieux ce qui se passe, comment faire, je prends conseil auprès d'avocats. Et donc je retourne à mon domicile à Carqueiranne. Et le 24 février, donc, deux policiers passent par-dessus la barrière du jardin, frappent violemment à la porte de mon domicile, me menacent de casser la porte si je ne sors pas. Donc je téléphone tout de suite à mon avocate et elle me dit là vous devez y aller. Et il me signale que c'est simplement pour une audition. Vous devez être auditionné. Arrivé au commissariat de police, je suis mise en garde à vue. Et votre avocate, là, vous conseille de les suivre. Elle trouve la situation normale. Elle avait l'air outrée au téléphone, mais elle me conseille de les suivre. Bon, alors donc là, vous êtes interpellé chez vous, avec des menaces. Sans convocation écrite, sans convocation. Aucune... Vous êtes amené au commissariat de police de hier. Voilà.
Est-ce que vous voyez encore le même personnage, le Toujours capitaine Philippot? le même personnage. Le capitaine Philippot, donc, lui-même, vous met en garde à vue, vous notifie votre garde à vue. Il me signale ma Vous garde à signez, vue. ouais. Ils me remettent en cellule. Ils me font prendre, ils font la prise de ADN, de mes empreintes. L'ADN? Voilà. Ils vous ont pris votre Photos, ADN? etc. Donc l'ensemble de mes paumes de main. Voilà. C'est un traitement de choix. J'ai appris plus tard que même aux plus grands dealers de drogue, on ne fait pas les empreintes totales des mains. Oui, effectivement, même à moi, ils ne l'ont pas fait. Donc voilà, je suis traitée comme la plus basse de toutes les criminels pour avoir pas présenté l'enfant à un présumé violeur de son propre enfant de 5 ans. Donc la suite, c'est que maintenant qu'ils ont bien pris, ils ont un prisonnier entre leurs mains, ils me conduisent menotté avec véhicule sous gyrophare, avec peut-être à 150 km/h. Et le teuton? Et le Deuton, voilà. De l'autre côté de Toulon, chez une psychiatre soigneusement sélectionnée. Donc je me retrouve dans la salle d'attente avec d'autres patients, mais je suis entourée de 2 policiers et menottés. Pourquoi vous dites soigneusement sélectionné en parlant de la psychiatre? Elle a été particulièrement aigrie à mon égard. Elle était particulièrement désagréable. Elle me posait des questions sur mon enfance ou sur comment ça se passait avec la petite ou avec mon ex-mari. Je lui expliquais et puis elle se mettait à faire tout un tas de gestes et de mimiques et de montrer, mais vous voyez bien que en me montrant que c'était moi la fautive et que... C'est-à-dire que vous rapportiez des choses tout à fait naturelles et elle réagissait comme si vous lui sortiez des énormités. Voilà. D'accord. Donc là, je me rends compte que là, il y a vraiment quelque chose qui ne va plus. Quelque chose qui ne va pas, qu'il y a tout un engrenage qui est lancé à mon encontre. Et donc je passe la nuit au poste avec une simple couverture de survie. Je n'ai pas eu le droit à une couverture. Donc ça fait particulièrement du bruit, donc on a du mal à dormir. Et donc le lendemain matin, je suis réveillée par un policier en furax qui dit nous sommes allés à votre domicile, votre mère est partie avec l'enfant, vous allez voir, elle va être accusée d'enlèvement d'enfant. Donc je comprends à ce moment-là qu'il voulait tout simplement procéder avec l'aide de la police à un enlèvement d'enfant pour vous soustraire l'enfant. Soustraire l'enfant. Maintenant que je suis emprisonnée, c'est très facile, on prend l'enfant et puis je ne l'aurais certainement plus jamais vu. Rendu à l'agresseur présumé. D'accord. Et vous en aviez la garde encore à ce moment-là? Oui. Oui. Donc ils étaient particulièrement furax et puis ils me disent vous allez rencontrer le juge, vous allez voir, et ils me font comprendre que je ne suis pas prête de sortir de prison. Donc effectivement après je me retrouve à nouveau voiture de ton
Et on me conduit menotté donc, dans les sous-sols, dans les petites cellules 1 mètre sur 2, infâmes, du sous-sol du tribunal de grande instance de Toulon. Je patiente un certain temps jusqu'à la fin de matinée où je rencontre le substitut du procureur de la République, donc monsieur David Dufour, pour ne pas le nommer, qui je lui raconte à nouveau les dires de Camille, et il aura pour simple réponse de proposer des mesures d'obligation de soins et de m'obliger à remettre Camille à son agresseur. Obligation de soins pour qui et de quoi? Pour moi. Pour vous? Voilà. Suite à la rencontre avec cette psychiatre. D'accord. Voilà. C'est sûr que quand on enferme, quand on emprisonne une personne, on l'oblige à rencontrer une psychiatre soigneusement sélectionnée, vous n'avez rien à dire, et il en ressort un contrôle judiciaire avec obligation de soins. Donc, et ils ont recherché à faire une tentative d'enlèvement d'enfant, tout simplement. C'est extraordinaire. Alors donc là, vous sortez de garde à vue, à la fin de la garde à vue, tout de même. Donc je rencontre ensuite la juge de la détention et des libertés, qui elle donc confirme les propositions du substitut du procureur, et donc me contraint à des obligations de soins, voire hospitalisation. Carrément. Psychiatrique, tout à fait. Et une obligation de rendre l'enfant à son agresseur. Et cette juge, vous avez son nom en tête? Oui, Madame Turillo. Madame Turillo. Donc voilà. là, c'est le juge... La juge des détentions et de la liberté. Ou de la liberté. Donc, et après, elle a l'obligation d'avoir à comparaître pour une audience le 29 mars 2011. C'est-à-dire que, pour couronner le tout... Un mois après, il prévoit de me juger. De vous condamner, donc, pour non-présentation d'enfant, c'est bien ça? Pour non-présentation d'enfant. D'accord. La garde à vue se finit, tout de même. Voilà, je sors. Quelle est votre décision? Qu'est-ce que vous faites? Là, je me dis que là, il y a un sérieux problème dans l'appareil judiciaire du Var. Et je me dis là, je crois que là, maintenant, j'ai suffisamment bien compris ce qui se passe. Et je me dis là, il va falloir que je prenne des mesures moi-même, des mesures de protection envers ma fille, comme les lois d'ailleurs le recommandent. Tout à fait. Les lois françaises et puis internationales aussi.
Bon, c'est-à-dire que vous avez pu récupérer votre fille, qui fort heureusement avait été protégée par votre maman. Donc je décide, je ne veux pas me soumettre à des personnes qui abusent de leur pouvoir. Mhm. Et Et donc, du coup, vous refusez de vous soumettre à ce contrôle judiciaire qui voilà. n'aurait pas eu lieu d'être, qui est totalement unique. Heureusement d'ailleurs que je ne me suis pas soumise, parce qu'aujourd'hui je pense que je serais déjà en hôpital psychiatrique avec les médicaments qui vont bien Oui. pour que je puisse plus Oui. du tout réagir. Qui est votre fille, très probablement entre les mains de son bourreau Voilà. présumé. Bien, donc aujourd'hui, vous êtes dans une situation qui est pas commune. Vous êtes en fuite, vous êtes en cavale, en clandestinité. Comment vous vivez ça? Comment vous l'exprimez? Qu'est-ce que vous attendez? Je vis une forme de clandestinité puisque je ne peux plus exercer mon métier. Que heureusement, le principal est de protéger mon enfant. Oui. Donc elle est avec moi et nous attendons de trouver des autorités qui soient intègres et qui puissent faire leur travail de manière responsable. Oui. Très très courageuse prise de position que vous avez là, je vous en félicite. Une petite dernière question, je serais curieux de savoir ce qui concerne l'individu, le bourreau présumé de cette affaire. Y a-t-il une réaction de sa part? Oui, alors il a la même façon que les institutions judiciaires. Il a voulu retourner la situation face au grand public à mon encontre en faisant 3 interventions télévisées sur le plateau de Planète Justice aux alentours de mi-mars et en faisant un article sur le site internet d'SOS Papa. Donc en montrant que la mère était partie, qu'elle était probablement partie à l'étranger avec l'enfant, qui était privée de sa petite fille. Et bien sûr, il omettait de dire à ce moment-là que sa fille l'avait accusé de viol. C'est de ton papa que tu veux parler? Oui. Il avait envie de faire les amoureux. Il avait envie de faire quoi? Les amoureux, il avait envie. Les amoureux. Oui. Toi, ça veut dire quoi? Il avait envie de me marier, de se marier avec moi. De se marier avec toi? Oui. Mais tu es sa petite fille. Il avait envie que j'aime son zizi. Il avait envie que tu aimes son zizi. Oui. Comment? Ben, Comment est-ce qu'il voulait que tu aimes son zizi? il avait envie que je l'aime beaucoup. C'est un animal. Surtout avec le zizi. J'ai pas entendu, excuse-moi. Surtout avec le zizi. Surtout avec le zizi. Oui. J'ai du mal surtout avec ça. Avec son zizi. Oui. Explique-moi, qu'est-ce qu'il faisait avec son zizi? Tu peux me parler? Plein de choses. Il voulait que je touche son zizi. Il voulait que tu touches son zizi. Oui. Il voulait pas que je le dise. Son zizi, il m'a mis le zizi dans le trou des fesses. J'ai pas bien entendu. Qu'est-ce que tu as dit? Il m'a mis le zizi dans le trou des fesses. Il t'a mis le zizi dans le trou des fesses? Oui.
Mais qu'est-ce qui se passe là? C'est toi qui es à côté? Les zizi dans le trou des fesses. Bon, est-ce que vous avez déjà par le passé eu des doutes, eu des interrogations sur son comportement ou un quelconque penchant pour des jeunes filles plus jeunes que vous ne l'étiez quand il vous a rencontré? Alors c'est vrai qu'il était particulièrement obnubilé par la virginité et par la pureté. En particulier quand on croisait des jeunes filles de 12-16 ans, il les regardait avec un appétit particulier. Après, il y a d'autres choses qui me sont remontées à la mémoire, et notamment une chose qui m'avait particulièrement troublée quand Camille était encore bébé, au moment du change, qu'il avait sorti une réflexion. Enfin, ça me semblait bizarre qu'on puisse sortir une réflexion pareille quand son enfant est né. Et puis donc il regardait le partie génitale de Camille, et puis il disait mais comment c'est possible, c'est si petit, comment c'est possible que des malades mentaux puissent mettre leur sexe là-dedans. Et moi je veux dire, ça ne me serait jamais venu à l'idée de sortir une réflexion pareille quand on est en train de regarder son enfant, quoi.